Jacques, Bonsoir. et merci. Oui, Messieurs, Mesdames, bonsoir. Et encore bienvenue à notre émission hebdomadaire sous la rubrique Handicap et perspectives de développement inclusif que nous avons initié dans le cadre de la crise sanitaire que nous avons intitulé Chaîne de solidarité en faveur des personnes les plus vulnérables face au COVID-19, en collaboration avec la communauté des personnes handicapées et Afrique 2050. Cette initiative porte sur les actions de sensibilisation, de formation, d'éducation, de plaidoyer et de soutien en faveur des personnes handicapées et les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous avons des invités qui ne sont pas encore en ligne et j'espère qu'ils vont se joindre à nous bientôt. Il s'agit de Dr Daléance Bruno, pharmacien et président de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Il est aussi président de la Croix-Rouge nationale, donc la Croix-Rouge pour la Côte d'Ivoire. Et notre deuxième panéliste est M. Marc Belé, ingénieur socio-environnementaliste et directeur général du cabinet international d'ingénierie et de conseil. Alors, nous espérons qu'ils seront là sous peu. Leur rôle, c'était de nous donner un peu, présenter ce qu'ils font. Et nous avons aussi M. Philippe, qui dirige une organisation d'intégration des personnes handicapées basée à Danané, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Merci Philippe d'être encore parmi nous, avec nous. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Donc, après une pause en raison du rappel à Dieu de notre Premier ministre, nous voilà de retour. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver, de nous retrouver, comme tous les mercredis, depuis mars 2020 à notre émission. Donc, comme on l'a dit tantôt, l'émission porte sur la pandémie du coronavirus, COVID-19, présentée comme une menace planétaire. Cette pandémie, malheureusement, continue de faire des victimes dans le monde. Elle s'impose et nous impose des effets collatéraux que nous aurons l'occasion d'énumérer ensemble. C'est également votre émission. Je vous remercie pour votre fidélité. Vos commentaires sont les bienvenus. Et merci aussi pour ceux qui nous envoient des messages d'encouragement. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Alors, permettez-moi de remercier Jacques Roger, le concepteur de Afrique 2050. Je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse par rapport à Afrique 2050, qui est en quelque sorte un défi à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Et je m'explique. Les chefs d'État du monde se sont réunis sous les auspices de l'ONU et ils ont adopté et développé ce que nous appelons aujourd'hui les objectifs de développement durable de 2020 à 2030. Bon, nous sommes en juillet et il y a 2 semaines de cela, l'ONU a bouclé des sessions et les discussions ont porté sur le forum politique de haut niveau sur le développement durable. Alors, c'est une réunion annuelle qui a pour objectif de passer en revue les progrès de l'agenda 2030 pour le développement durable. Alors, le thème de ce forum de 2020 a porté justement sur l'accélération du rythme des actions
et des transformations et donc comment concrétiser la décennie d'action et les résultats pour le développement durable. C'est une session qui se tient depuis 5 ans maintenant, tous les ans, pendant 2 semaines. Alors, les participants ont centré les débats autour de l'impact de la pandémie COVID-19 sur la manière de se remettre sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que les pays se sont assignés et comment accélérer les progrès au cours de la décennie d'action et de mise en œuvre du développement durable. Et aujourd'hui, pour beaucoup de pays, la question, c'est vrai, la pandémie est là, mais la question, c'est comment maintenant aller de l'avant, construire notre futur sur la base des effets du COVID. Donc, il semble que les objectifs de développement durable, selon les participants, ne seront pas atteints en 2030. Donc, l'ONU envisage de proposer une revue du calendrier de réalisation de ces objectifs. Donc, c'est en cela, je voudrais faire le lien avec la vision de Afrique 2050. Et je pense que, évidemment, les Africains, les Ivoiriens en particulier, nous devons réfléchir, comme beaucoup de nations sont en train de le faire, comment d'ici 2050, nous allons réaliser notre développement. Quel sera le repère de l'Afrique d'ici 2050? Quand nous connaissons les défis auxquels l'Afrique, la Côte d'Ivoire est exposée. Donc, l'agenda 2020-2030 et pour Afrique 2050, donc la vision de Jacques Roger. Donc, Jacques Roger, merci. Je pense qu'on peut dire que vous êtes un visionnaire. Nous sommes convaincus que la participation des organisations de la société civile dont je fais membre est indispensable à la réalisation de l'agenda 2030 qui, justement, a été bousculé par la crise sanitaire et la vision Afrique 2050. Sinon, l'Union africaine elle-même a aussi son agenda, qui est l'agenda 2063. Bon, je pense que nous ne serons pas là pour voir cette réalisation, mais Afrique 2050 semble plus proche de la réalité. Donc, je voulais partager cette information en attendant d'avoir nos invités nous sommes à 5h10. Je pense que nous allons continuer peut-être sans. Donc, on disait, en ce qui concerne le COVID, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui confrontée à plusieurs maux, mais nous allons nous intéresser ce soir au plan de développement humain. Ceci permet d'engager le sujet que nous avons, disons, aujourd'hui, qui est évidemment les personnes handicapées, les personnes vulnérables, j'ajouterai les personnes devenues vulnérables, puisque aujourd'hui vous avez vécu ensemble les dégâts des pluies diluviennes et beaucoup de nos frères et sœurs se sont rajoutés au nombre élevé des sans-abri en Côte d'Ivoire et comment construire une société inclusive. Alors, avons-nous un plan de développement humain en Côte d'Ivoire? La réponse, sûrement, est oui. Puisque quand nous parlons des personnes vulnérables, les personnes devenues vulnérables, on a vu des maisons
qui n'étaient pas à l'époque dans des quartiers précaires, qui se sont complètement effondrés, faisant de ces personnes des sans-abri. Et les quartiers qui ont été complètement déguerpis, qui ont été, disons, détruits, fait de ces personnes aussi des sans-abri. Donc, nous posons ici plusieurs questions. Lorsque nous connaissons déjà les effets collatéraux de la crise sanitaire, les sans-abri dont les conditions de vie se sont aggravées dues aux inondations répétitives en Côte d'Ivoire. Monsieur Marc Bellet et Dr Da, qui sont dans le domaine du développement humain, auraient pu partager leur point de vue avec nous. Mais je patiente et je pense qu'ils seront encore là. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir du développement humain, en fait? Lorsqu'on parle de développement humain, de quoi est-ce que souvent on entend humanitaire, on entend social, mais de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que nous parlons de COVID, nous parlons de personnes vulnérables et nous parlons de développement humain? Donc, ce concept inclut un accroissement en fait des libertés et des potentialités des individus dans toutes ses composantes, que ce soit le développement économique, le développement social, le développement culturel, le développement éthique et politique. Donc, tout cela compose ce que nous entendons par développement humain. Donc, il est important d'assurer la durabilité, donc la pérennisation de ces acquis dans le sens qu'on transmet aux générations futures, évidemment préparer un montant de capital qui leur permet de vivre au moins aussi bien que la génération présente. Alors, lorsqu'on parle des effets collatéraux du COVID, c'est vrai, c'est une crise sanitaire, mais lorsque les personnes, certains ont perdu leur emploi parce qu'il fallait fermer les entreprises, les personnes qui sont dans le secteur informel ne pouvaient plus exercer comme elles le faisaient. Alors, si elles sont malades, ou bien si elles doivent garder une certaine distance, ça veut dire que les revenus habituels ne seront pas au rendez-vous, alors qu'elles doivent se nourrir. Et nous avons vu à travers les précédentes émissions que l'assistance que l'État avait, disons, proposée aux groupes vulnérables, aux personnes vulnérables et même à certaines entreprises, les échos qui nous parviennent, cela n'a pas été fait. Donc, ce qui fait qu'on peut facilement dire que les personnes qui vivaient déjà dans des conditions de précarité se retrouvent dans une position difficile. Et il faut aussi entamer ou envisager aussi au niveau des logements, au niveau, disons, de la nourriture et aussi, on a déjà vu au niveau des transports. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai mentionné au début
que les Nations Unies sont en train de réfléchir. Quand je parle des Nations Unies, je parle des pays en train de réfléchir comment reconstruire, disons, leur nation. Parce que ceux qui apportaient de l'aide avant, les bailleurs de fonds, c'est sûr qu'il faut entrevoir, entre guillemets, une sorte de protectionnisme qui va se développer. Puisque la crise a engendré beaucoup de difficultés économiques. Alors, quels sont les pays qui seront prêts à venir en aide aux plus faibles? Et donc, c'est le moment d'engager des conversations, des discussions, mais de manière à inclure toutes les composantes de la société. Donc, le capital ici, il est vu sous l'aspect social, humain et économique. Et lorsque on parlait au début de vulnérabilité, des personnes vulnérables, on pensait seulement, c'est vrai, aux personnes handicapées, mais c'est quoi le handicap? Si vous avez l'habitude de vivre dans une belle maison, avec tout ce que cela, disons, compose, et que du jour au lendemain, cette maison n'est plus accessible, mais vous vous retrouvez dans une situation d'handicap, de vulnérabilité. C'est pour cela que la notion de solidarité, il ne faut pas voir ceux qui sont déjà dans une situation précaire. La dernière émission, j'ai reçu un commentaire comme quoi nous, les personnes valides, on ne s'en sort pas et vous nous parlez des personnes handicapées. Mais c'est pour dire qu'à tout moment, ces personnes valides peuvent se retrouver dans une situation handicapante, que ce soit sur le plan économique, que ce soit au niveau de la santé. Et vous connaissez la précarité de nos systèmes de santé. Et pour cela, c'est tellement précaire que vous avez vu beaucoup de nos frères et sœurs aller se faire soigner à l'extérieur. Donc, ça veut dire que le nombre de personnes vulnérables en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas forcément les personnes qui sont sur des chaises roulantes, qui se déplacent avec une canne ou bien qui ont besoin d'aide supplémentaire disons, pour pouvoir fonctionner. C'est nous tous qui nous retrouvons dans cette situation. Donc, la notion de solidarité, elle devient, disons, importante. Donc, le développement humain dont on parle ici, qui doit évidemment être durable. Donc, on a dit tout à l'heure, il faudrait qu'on s'organise pour que cela passe de génération en génération et que cela intègre aussi le renforcement des capacités de cette génération à long terme, en termes de croissance économique, en termes d'amélioration des conditions de vie et du capital humain. Parce que si on n'est pas éduqué, si on ne peut pas être logé décemment, si on ne peut pas avoir accès aux soins de santé, finalement, quels sont ceux qui vont continuer le développement aux soins de santé? Oui? Si vous avez dit quelque chose? Non, non, allez-y, Madame K, allez-y. Donc, ces informations que je partage avec vous, ces informations font partie des objectifs de développement durable que l'État de Côte d'Ivoire a endossé pour le bien-être du peuple ivoirien. Et ce sont des choses que nous devons savoir afin de nous adresser
de façon objective au ministère compétent parce que ces choses, ils les connaissent, nos dirigeants. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce petit paragraphe, c'est que la notion de développement humain, d'abord, il faut que ça soit durable, constitue un concept, disons, globalisant de développement dont on parle de ressources humaines, des besoins du bien-être humain, les défenseurs, par exemple, du droit de l'homme, tout cela, ça en fait partie. Alors, je vais poser la question à Monsieur Jacques. Est-ce que nos panélistes sont visibles? Non, pour le moment, nous allons aller avec le frère qui est déjà avec nous. Je pense que ça marche pour le moment. Bon, je ne sais pas si Fim a une question. En attendant, bon, tu peux continuer pour le moment, je n'ai pas de questions. Je suis ce que tu es en train de dire, donc il faut continuer. Si j'ai une question, je vais la poser. D'accord, donc pour rappel, hein, la chaîne de solidarité en faveur des personnes les plus vulnérables face au Covid, nous avons expliqué ce qu'il fallait retenir lorsque nous parlons de personnes vulnérables, les plus vulnérables dans cette période de crise sanitaire. La crise sanitaire, elle n'est pas, c'est pas fini. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Les médecins ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais ce que nous devons retenir, il faut sauver des vies humaines. Donc, nous, notre champ d'action porte sur les personnes handicapées et autres groupes qui constituent un segment de notre population trop souvent exclu, marginalisé, isolé, maltraité, abandonné. Alors, lorsqu'il y a des catastrophes, des crises, cette catégorie est complètement ignorée, consciemment ou inconsciemment. Inconsciemment ou bien consciemment, puisque certaines personnes pensent que ça ne vaut pas la peine de parler des besoins des personnes handicapées, alors que nous sommes tous des handicapés ambulants. Et nous voulons attirer l'attention que cette catégorie elle doit être intégrée parce que l'État de Côte d'Ivoire a pris des engagements. Et lorsque nous regardons un peu, disons, l'image de la Côte d'Ivoire, je pourrais parler, bon, on aura l'occasion de développer cela, d'un syndrome de lock-in. Alors, lorsque nous parlons des catégories de personnes les plus vulnérables, évidemment, les sans-abri, on avait parlé des sans-abri avant, les personnes ont été déguerpies. On a eu, avec les pluies diluviennes, des maisons sont écoulées et les personnes qui ont construit leurs maisons sur des espaces non autorisés se sont retrouvées aussi dans des conditions de vulnérabilité. Et nous avons les personnes âgées, évidemment les enfants de la rue, on en a parlé, qui se retrouvent aussi dans les sans-abri. On va revenir là-dessus. Et il ne faut pas oublier les familles monoparentales. Et le plus souvent, ce sont les femmes qui se retrouvent dans cette catégorie. Les réfugiés, nous en avons beaucoup en Côte d'Ivoire. Les immigrés, nous en avons en Côte d'Ivoire, sans parler des étrangers. Parce qu'il faudrait aussi tenir compte des personnes qui souhaitent vivre chez nous, qu'il faut aussi intégrer
dans le tissu social. Les personnes en zone rurale, et puis aussi les grands malades dont on ne parle pas souvent. Je prends par exemple l'exemple des États-Unis. Lorsque vous êtes malade et vous n'avez pas du tout le COVID, mais c'est difficile. Une fois que vous rentrez à l'hôpital, évidemment, les parents ne peuvent plus vous voir. Et c'est comme si vous étiez aussi comme les grands malades. Et comment est-ce que déjà les grands malades qui avaient du mal à avoir accès aux soins de santé de qualité, comment est-ce que cela se passe au niveau du COVID? Je voudrais mettre l'accent aussi sur les sans-abri, parce qu'en février 2020, la session de la Commission du développement social des Nations Unies a porté particulièrement, et ça c'est pour la première fois, sur le thème prioritaire qui est assurer l'accès de tous à des systèmes de protection sociale et à un logement à un coût abordable pour lutter contre ce qu'ils appellent le sans-abrisme. Parce que lorsqu'on parle de pauvreté, on ne peut pas sortir de pauvreté quand on n'est pas logé et quand on n'est pas logé décemment. Parce que si vous n'êtes pas logé décemment, vous êtes exposé à tout type de maladie. Ce n'est pas quelque chose que je vous apprends, tout le monde le sait, surtout quand on connaît la Côte d'Ivoire. Donc, cela est également une occasion durant la session des Nations Unies d'examiner les plans dans les pays concernant la situation de certains groupes sociaux, justement les groupes vulnérables, les aspects sociaux du nouveau partenariat qu'on veut créer aussi avec l'Afrique. Parce que pendant longtemps, ces questions ont été, disons, sur la table au niveau des Nations Unies. Mais pour la première fois, en février, il a été question de débattre et de voir les questions. Alors, évidemment, la première fois, notre pays a contribué de façon significative à ces discussions. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, malgré cet engagement-là aux objectifs de développement durable, on constate une montée quand même préoccupante du sans-abrisme à tous les niveaux des couches sociales. Parce que vivre chez un parent, ce n'est pas vivre chez vous. Et on constate beaucoup chez les jeunes sans-abri. Il y a aussi des femmes, beaucoup de femmes sont sans-abri. Et lorsqu'on parle de femmes, évidemment, tout de suite on associe les enfants. Et surtout pour les familles monoparentales, je l'ai dit tantôt, où les femmes représentent un nombre important. Donc, une femme sans abri ne pourra jamais réussir son autonomisation, puisque le sans-abri, le sans-abrisme vient avec son lot de difficultés, comme je l'ai dit tantôt. Il y a beaucoup de choses, j'aurais voulu que M. Marc Bellet soit là pour nous éclairer, disons, sur cet aspect. Mais il est important de souligner, disons, aujourd'hui que dans notre société, le fossé des inégalités sociales ne fait que s'agrandir. Vous avez la précarité et le coût du logement en Côte d'Ivoire qui touche les personnes à tous les niveaux.
que ce soit économiques, sociaux, culturels, et même les personnes qui arrivent de façon illégale en Côte d'Ivoire. Mais il faut aussi les loger pour préserver justement la sécurité et la paix dans les communautés où elles décident d'habiter. Alors, les pluies diluviennes en Côte d'Ivoire qui ont effectivement créé des victimes sont des exemples de l'insécurité auxquelles les Ivoiriens sont confrontés. Nous avons vu l'expulsion des personnes et parmi ces personnes, il y avait des enfants, il y avait des femmes et même les hommes. Et souvent, ces personnes peuvent aussi être victimes de troubles mentaux. Donc, dans le cadre de cette pandémie, l'impact, évidemment, on commence par l'impact économique. Il est mondial. Alors, je vais m'arrêter la fin de pause et puis voir si nous avons des questions en ligne. Monsieur Jacques Roger. Non, merci beaucoup, Madame Jeannette Kaleguil. Pour le moment, nous n'avons pas de questions. Mais la question que je suis tenté de poser, c'est ce que je vous ai toujours posé. Hein. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 mois que nous parlons de la situation des frères handicapés au niveau de la Côte d'Ivoire et puis les hésitations ou bien la non-assistance donc, du gouvernement. Vous avez promis donc d'échanger avec le gouvernement. Est-ce qu'à ce jour d'aujourd'hui, vous avez une réponse un peu favorable ou bien c'est encore le statu quo, madame? Je pense que c'est une question, effectivement, qu'on peut se poser tous les jours, aujourd'hui, demain et après-demain. C'est pour cela que le thème d'aujourd'hui porte sur le développement humain. Alors, quelle est la priorité, disons, des décideurs ivoiriens? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de personnes handicapées, lorsqu'on parle des situations handicapantes, on ne parle plus des personnes, disons, qui se déplacent avec des cannes ou bien qui sont sur une chaise roulante. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu dans les nouvelles Madame la ministre Kone Mariatou concernant la journée internationale de la maltraitance. Alors, quelle est la définition de la maltraitance? Lorsque nous savons aujourd'hui que nous avons une catégorie, et ce sont des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens. Est-ce que cette catégorie de personnes est intégrée dans le plan de développement de la Côte d'Ivoire? Donc, la question que vous êtes en train de poser a tout de suite sa réponse. Alors, est-ce que la maltraitance est différente de la situation que vivent les personnes handicapées? Et lorsque je parle des personnes handicapées, je parle de toutes les catégories. Parce qu'une personne, aujourd'hui, quand on prend le COVID, hier, j'étais dans une conférence où on a fait la démonstration qu'à cause du COVID, il y a un programme qui a été mis en place pour que les sourds, évidemment, c'est au niveau de la technologie, le sourd, malgré ses efforts, bon, pour ceux qui portent déjà l'appareil, qui peuvent s'exprimer à partir
de leur téléphone, évidemment, il faut installer le programme. Et celui qui entend, comme nous autres, peut entendre à partir de l'appareil ce que le sourd est en train de faire, est en train de dire. Voici un peu aujourd'hui le niveau. Bon, ce n'est qu'un petit exemple. Alors, si nous avons un plan de développement humain en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on se dit en Côte d'Ivoire, il y a des femmes, il y a des hommes, et ceux-là ont besoin de vivre. Aujourd'hui, avec l'avancée, disons, technologique, et puis l'avancée, disons, au niveau de la médecine, les personnes handicapées vivent plus longtemps que ce que nous avons connu. Alors, si nous avions un programme, un plan de développement humain, alors, lorsque on adhère et on signe des conventions, cela veut dire qu'on accepte d'appliquer le contenu de ces conventions. La Côte d'Ivoire a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Mais lorsque vous regardez en Côte d'Ivoire, mais une personne handicapée, c'est une personne à part entière qui peut contribuer, qui peut apporter des idées au développement de son pays. Mais lorsqu'on me dit que ces personnes-là, on les recrute, je dis on les recrute sur quelle base? Parce que pour qu'une personne puisse avoir accès à un emploi, il faut que cet emploi-là puisse vraiment être rémunérateur. Il faudrait que cette personne puisse avoir le minimum d'éducation. Et vous connaissez aujourd'hui les défis auxquels notre société est exposée. Alors, quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, qui n'a aucune connaissance, et dit que cette personne, on va lui donner du travail. Bon, quel type de travail? Alors, c'est vraiment dommage, effectivement, depuis le mois de mars que nous avons commencé, et ça, c'était le début de la pandémie. Au niveau de l'ONU, nous sommes organisés. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Évidemment, certains pays qui appliquent leur programme de développement humain ont connu des avancées et on voit, disons, les personnes handicapées issues de ces pays-là en train de faire des rapports sur comment leurs dirigeants ont pris des dispositions concernant leur situation. Mais justement, à cet effet, Madame K, est-ce que vous avez des informations par rapport à la gestion de cette crise dans les différents, j'allais dire, zones au niveau du continent africain? Je parle du côté francophone et puis du côté anglophone. Est-ce que la gestion des gouvernements par rapport aux frères qui sont dans une situation d'handicap, est-ce que c'est pratiquement la même chose ou il y a une amélioration quelque part? Déjà, en ce qui concerne l'Afrique, il faut voir à deux niveaux. Vous avez l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. L'Afrique anglophone, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas cette barrière linguistique, cette partie de l'Afrique a accès facilement à l'information. Puisque les informations sont d'abord en anglais, et lorsqu'il y a des moyens, il y a un budget, on traduit en français. Et c'est pour cela même on est en train de travailler sur le questionnaire pour pouvoir, disons, toucher tous les francophones pour qu'on puisse se mettre ensemble et puis travailler. Donc, la partie anglophone, disons, est mieux lotie, puisque vous avez, disons, l'un des avantages, c'est qu'ils se retrouvent dans leur Commonwealth, là, où vraiment ils apportent, disons, un appui technique, un appui, disons, économique au groupe des personnes handicapées. Je ne dis pas que ces personnes-là sont au même niveau, disons, de support que les pays, disons,
développé. développées, mais au moins, il y a des budgets qui se dégagent pour ces catégories-là. Donc, au niveau du Kenya, au niveau de l'Afrique du Sud, évidemment, et qui sont vraiment en avance sur l'Afrique francophone. Et lorsque vous prenez l'Afrique francophone, c'est franchement, c'est le désastre. C'est complètement, les personnes handicapées sont vraiment des laissés pour compte. Oui, une autre question qui vient de à cause de la politique de développement de nos pays qui n'inclut pas vraiment la dimension humaine, la dimension sociale. Et il est vraiment temps, il y a beaucoup de choses qui se font en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on regarde, on se dit, mais d'abord, il faudrait qu'on puisse nous permettre, et c'est l'appel qu'on ne fait que lancer, sinon moi je ne fais que lancer, permettez aux personnes handicapées de vraiment avoir une plateforme de conversation avec les dirigeants, de conversation au niveau technique, au niveau juridique, au niveau éthique, parce que ça aussi c'est important. Les personnes handicapées sont traitées n'importe comment, sans tenir compte du fait qu'elles ont des droits, même si on ne voit que leurs obligations, elles ont des droits. Et nous avons aussi des obligations morales vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que moi-même, je suis une potentielle personne handicapée, peut-être que je suis en train de défendre moi-même mon cas. Donc, voilà un peu pour répondre à votre question. C'est vraiment dommage. Alors, la question de Mme Chantal est dit, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des chiffres, des statistiques par rapport au cas de victimes des handicapés depuis le déclenchement donc, de cette crise? Est-ce que vous avez enregistré des contaminations et puis malheureusement des morts? Justement, c'est ce qui rend les choses difficiles, puisque je reste dans le cas des personnes handicapées. Je ne vais pas généraliser parce que c'est là où je vais vraiment mettre mes efforts. Même les personnes handicapées, lorsque vous leur parlez, est-ce que vous savez que ces personnes-là vivent aussi dans la crainte? C'est pour cela que je parlais de tout de suite du syndrome de lock-in. C'est-à-dire que le lock-in, c'est un type de handicap mental où la personne, elle voit tout ce qui se passe autour d'elle. Elle peut bouger légèrement ses bras. Elle entend tout, mais elle ne peut pas parler. Elle peut peut-être cliquer des yeux pour dire oui, pour dire non, mais elle ne peut pas parler. Donc, quand une personne handicapée, déjà dans sa situation, ne peut même pas s'exprimer parce qu'elle craint des représailles, c'est grave. Donc, on vit dans une sorte de traumatisme. Alors, les données ne peuvent pas être disponibles tant qu'il n'y a pas une ouverture de discussion, de communication entre les dirigeants et les concernés. Et avec leurs familles et les spécialistes en la matière. Parce qu'il ne faut pas seulement voir la personne handicapée qui est en face, mais il faut voir toute la nation entière. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que, quand vous regardez un peu l'ensemble des Ivoiriens, on est tous handicapés. Quelqu'un qui ne peut pas parler, quelqu'un qui est empêché de s'exprimer, c'est un peu ça la définition, qui ne peut pas fonctionner dans une situation normale et dans une situation handicapante. Quelqu'un qui ne peut pas se nourrir, qui ne peut pas se déplacer, est dans une situation handicapante. Donc, je continue en fait, c'est ça ce que nous sommes en train de faire, la notion de solidarité pour que ceux qui pensent que ce que nous sommes en train de dire ne les concerne pas, c'est faux. Ça nous concerne tous. Les dirigeants aussi, parce qu'aujourd'hui, on peut, en tant que dirigeant, faire des décisions, prendre des décisions pensant que ce sont les autres qui sont handicapés, mais ça nous concerne tous. Et lorsque la Côte d'Ivoire, un pays aussi important, qui ne met pas en exergue la dimension humaine de son programme, que ce soit politique, que ce soit économique, va se retrouver vraiment avec une population complètement défaillante. Et maintenant, si elle est défaillante, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Alors, avant que vous ne continuiez, puisqu'on n'a pas assez de temps, M. Kofi revient un peu pour dire, j'avoue qu'en écoutant vos émissions, cela m'a permis de comprendre réellement le mal que nous faisons à nos frères handicapés. Moi, je faisais partie donc de ces personnes qui ne prenaient pas du tout en considération
les problèmes des handicapés, mais plus en vous écoutant, je me rends compte réellement qu'il y a une bonne partie donc, de la population qui est donc lésée. Et la question que M. Kofi pose, il dit, est-ce que les personnes handicapées savent leurs droits? Si oui, est-ce que le fait de vivre dans une situation où le gouvernement n'apporte pas d'assistance depuis donc des années, est-ce que la population handicapée s'est pas résignée? Est-ce que la population handicapée n'a pas accepté son sort? Bon, il y a déjà un aspect culturel qu'il faut retenir quand on parle de handicap. Et c'est malheureusement ce qui fait que beaucoup de gens ne se dévoilent pas à cause de l'aspect culturel. Et puis, à cause du stigma, disons, parce que tout tantôt, j'ai répété encore cette remarque. Nous, les personnes valides, on n'a rien, et puis on nous parle de personnes handicapées. Mais on peut avoir l'air valide et puis ne pas vraiment être, disons, complètement à l'aise. Donc, pour répondre, disons, à sa question, le handicap n'est pas un, disons, sinon les personnes handicapées ne constituent pas un groupe homogène. Vous avez plusieurs catégories. Vous prenez les aveugles, c'est très profond. Vous prenez les sourds, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupe homogène pour dire que cette personne connaît, par exemple, si vous prenez une personne qui est sur la chaise roulante, elle ne connaît pas le problème de celui qui est sourd, ni de celui qui est aveugle. Évidemment, vous avez des spécialistes, c'est ce que je fais, qui couvrent tous ces aspects-là. Et à partir du moment où on est vraiment ancré dans la dimension culturelle, ces personnes-là ne voient pas, disons, que la société a une obligation vis-à-vis de leurs droits. Lorsque le pays lui-même signe des conventions, adhère à des principes, et que cette convention, ces principes ne sont pas vulgarisés en Côte d'Ivoire par les mêmes dirigeants, évidemment, la personne handicapée va croire que, bon, c'est ce qui m'arrive, ça m'arrive, et puis, bon, il n'y a pas de solution. Alors qu'il y a des solutions. La première solution, c'est de s'assurer que ces personnes-là reçoivent une éducation pour pouvoir avoir aussi accès à un emploi décent. Si vous avez des personnes handicapées aujourd'hui, c'est-à-dire des aveugles ou bien des sourds-muets qui ont un doctorat dans des disciplines assez complexes, ça veut dire qu'il faut les mettre à l'école. Lorsque vous regardez nos écoles, déjà avoir la configuration, on sait tout de suite que c'est une école exclusive. Les bancs, aujourd'hui, lorsque l'État de Côte d'Ivoire ratifie des conventions, et les conventions parlent d'accès à l'éducation, je me pose la question, dans le cas de Covid, bon, ce matin encore, on était dans une conférence où on parlait d'éducation et puis de Covid. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette nouvelle donne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos enfants puissent aller à l'école? Est-ce qu'on a engagé ce genre de conversation en Côte d'Ivoire avec la société civile? Est-ce qu'on a engagé ce genre de conversation avec les parents des enfants handicapés? Lorsque vous regardez les types de bancs que nous avons, ça veut dire qu'un enfant, il n'aura jamais accès à l'école ou bien à la classe s'il a, comment on appelle ça, s'il est dans une chaise roulante, ou bien les enfants, les autistes qui ont une particularité, est-ce qu'ils vont vraiment aller à l'école? Maintenant, dans le cas de Covid, est-ce qu'avons-nous engagé une conversation pour savoir si nos enfants doivent rester à l'école ou bien continuer de rester à la maison ou aller à l'école? Et si le cas, qu'est-ce que nous devons mettre en place pour pouvoir les protéger de la pandémie, des effets collatéraux de la pandémie? Donc, une personne handicapée ne peut pas connaître les besoins de l'autre et souvent, elle ignore, comme je l'ai dit tantôt, elle ignore même ses droits puisque ses droits ne sont pas vulgarisés. Alors, si on dit, bon, nous, on n'a rien, et puis vous parlez des personnes handicapées, mais ça, quelque part, l'État n'est pas en train de jouer son rôle parce que c'est à lui d'informer et c'est à lui de dire non, que ces personnes-là, ce sont des personnes, ce sont des Ivoiriens, ce sont des Ivoiriennes, par conséquent, elles doivent avoir accès aux mêmes services que les autres. Parce qu'une personne handicapée, une personne aveugle peut aujourd'hui se retrouver, avoir un doctorat et puis contribuer de façon plus significative au développement de son pays. Mais si elle exclut, elle devient un poids social.
C'est pour cela que vous avez des personnes handicapées qui sont des mendiants, mais c'est-à-dire que leur dignité même, en tant qu'être humain, il est bafoué. Donc, vous qui m'entendez, si vous êtes dirigeant, même si vous ne l'êtes pas, vous avez une famille, c'est un processus que nous avons commencé. Sinon, toute la Côte d'Ivoire va se retrouver handicapée. Et je vais vous dire qu'actuellement, les Ivoiriens vivent dans un sort de traumatisme. Et ça a commencé depuis 1999 que les Ivoiriens vivent traumatisés. Vous avez raison, Madame K, de mentionner cela. Quand on parle d'handicap, généralement en Afrique, on pense plus seulement au côté physique, mais on a oublié les autres aspects. Hein, et j'en conviens parfaitement avec vous. Alors, la question de Fanta est donc de savoir, si vous êtes aujourd'hui handicapé en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des structures que vous pouvez contacter pour vous venir en aide, pour exprimer ou bien expliquer vos problèmes, ou bien quand vous êtes handicapé, c'est pour... voilà, c'est ça, il n'y a plus d'espoir. Bon, en fait, encore, ce n'est pas un groupe homogène. Donc, lorsque Mme Fanta parle de si vous devenez handicapé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des structures. Il faut être bien précis. Handicapé de quoi? Aveugle, sourd, muet? Je pense de façon générale, hein, madame, de façon générale. Est-ce que les de façon générale, si nous avons un programme, c'est un programme vraiment, un semblant de programme, parce que l'État ne s'est pas encore engagé comme il le faut dans la gestion des personnes handicapées, de leurs droits, de leurs besoins. Vous comprenez? Parce que si vous avez des enfants handicapés qui sont à la maison, alors que la loi dit que l'éducation, disons, est obligatoire de 6 ans à 16 ans. C'est ça, non? Si c'est le cas, comment ça se fait? Parce que si on veut vraiment s'assurer que tous les enfants ont accès à l'éducation, ça veut dire qu'on a formé des personnes qui vont les encadrer dans leur classe et après l'école. Et ça veut dire que nous avons des infrastructures appropriées pour les accueillir. Donc, aujourd'hui, la réponse à Mme Fanta, c'est si vous avez un handicap aujourd'hui, et même dans le cas de Covid, ici, nous participons à des réunions presque tous les jours pour nous dire que le Covid vient avec son lot de maladies mentales. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, où je suis actuellement, vous savez très bien, il y a des conférences, que ce soit à l'école, on prépare les parents pour aider les enfants qui seraient peut-être traumatisés par les questions de Covid et puis tout ce qui se passe. Mais est-ce que, et alors que la maladie mentale, on l'a vu dans l'une de mes émissions, c'est un handicap. Et on n'en parle pas. Donc, si une personne devient aujourd'hui handicapée en Côte d'Ivoire, bon, vous avez des structures privées et ces structures-là, qui les valident? Parce que l'État, justement, doit être en mesure de valider les actions privées. Quand il s'agit, c'est pour ça qu'on a parlé d'éthique tout à l'heure. L'État doit être en mesure de valider les actions que des entités privées, que ce soit physique ou morale, que ces entités posent envers les personnes. Parce que ces personnes, on doit respecter leur dignité, on doit respecter leurs droits, on doit respecter leur vie. Parce que la vie, là, si elle est, disons, importante, elle est importante pour tout le monde. Évidemment, je vous ai déjà décliné que moi, j'ai des personnes handicapées. Je vis avec une fille handicapée. Évidemment, aujourd'hui, elle vit de façon autonome et elle est respectée. Elle vit dans sa dignité. Elle est respectée. Et ça, l'État de Côte d'Ivoire doit pouvoir mettre en place vraiment, disons, les mesures idoines pour que les personnes handicapées puissent vivre en tant que n'importe quel type de vie. Avec tout ce qui se passe dans le monde 21e siècle, une personne handicapée ne peut pas être exclue. Je vous assure. La technologie favorise beaucoup de choses. Mais avant d'arriver à la technologie, il faut déjà avoir les politiques en place. Voilà, merci beaucoup, Madame K. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas si monsieur, notre invité qui est en ligne veut faire un petit point, ou bien Madame, vous voulez la conclusion. Allez-y. Est-ce que monsieur Fim, vous voulez dire quelque chose? Oui, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à la COVID-19, nous sommes obligés malheureusement de vivre avec le virus parce que ce n'est pas cette année que ça va s'arrêter. Et à ce niveau, il faudra qu'il y ait
une politique qui permette de s'adapter dans tous les domaines de la vie par rapport à ce virus. Et que les personnes aient un programme soit fait par rapport aux personnes en situation de handicap qui pourront vivre également avec le COVID-19. Parce que si ce n'est pas fait, s'il n'y a pas une adaptation, alors les personnes handicapées ne pourront pas vraiment être en capacité de pouvoir suivre leurs affaires, leurs activités. Mais il faudra que les politiques permettent aux personnes en situation de handicap une adaptation en fonction de chaque type de handicap pour leur permettre de pouvoir exercer leurs activités. C'est ce que je voudrais dire. Mais je voudrais encore remercier M. Philippe d'avoir accepté de, disons, participer en direct. Et aussi, j'espère que je pourrai avoir la prochaine occasion Dr. Da et M. Marc Bellet. Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu participer à l'émission aujourd'hui. Donc, comme l'émission tend à sa fin, je voudrais rappeler que notre thème aujourd'hui, c'était les personnes vulnérables. Les personnes handicapées sont-elles impliquées dans le plan de développement humain de la Côte d'Ivoire? Et avec l'exemple des sans-abri, suite aux inondations que la Côte d'Ivoire a vécues. Alors, comment construire une société inclusive? Donc, je voudrais vraiment dire merci à tous nos auditeurs. Et si vous avez des questions, des commentaires, évidemment, quand on parle de handicap, c'est un domaine très, très, très vaste. Et ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons par rapport au COVID. Le COVID, c'est vrai, il est là. Les dirigeants cherchent les meilleurs moyens. Et dans cette recherche, nous sommes en train de dire qu'il ne faut pas exclure les personnes handicapées, les personnes vulnérables, qu'il faut intégrer toutes les personnes en Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a ratifié des conventions. Nous avons parlé du domaine des sans-abri. Et la Côte d'Ivoire a participé de façon significative aux discussions. Donc, la Côte d'Ivoire sait de quoi il s'agit. Il y a des formats qui existent parce qu'on a signé des conventions et ce qui doit être fait, la Côte d'Ivoire le sait et nous sommes disponibles pour pouvoir aider la Côte d'Ivoire à mettre tout cela en application. Parce que ce n'est pas une question qui concerne une seule personne, parce que le handicap est disons, une discipline très, très, très vaste. Elle n'est pas du tout homogène. Donc, ce n'est pas comme on peut réunir 2, 3 éléments. Il faut intégrer les personnes handicapées elles-mêmes pour aborder les discussions, intégrer leur famille et puis faire aussi l'état des lieux, des infrastructures qui doivent, disons, les encadrer. Donc, sur ce, je vous invite à notre prochaine émission, c'est tous les mercredis, à partir de 21h pour la Côte d'Ivoire et 17h pour Washington. La question du handicap concerne tout le monde parce que le nombre de personnes handicapées continue d'augmenter et ça va continuer d'augmenter parce que c'est un phénomène naturel. Alors, merci encore Jacques Roger, merci Afrique 2050 pour sa vision et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, Madame Jeannette K. Leguil depuis l'État de Maryland. Monsieur Michel Cessa depuis donc Abidjan. Et rendez-vous pour notre émission la semaine prochaine, disons mercredi prochain, quand il est 17h au niveau donc de la côte
est des États-Unis d'Amérique, quand il est 21h GMT. C'est donc l'émission Perspective et Développement. Au revoir, Madame Jeannette Kaleguil. Merci. Au revoir. Au revoir, Fim. Merci.